agricole de plein champ. Les fonctions que l'on attribue à un sol peuvent être diverses, mais sa fonction première dans un système de production agricole est de produire. Néanmoins, le sol est complexe et il est long de réaliser un diagnostic global de la capacité d'un sol à produire. Cependant, on peut grâce à des méthodes simples appréhender la fertilité physique d'un sol avec différents outils faciles à mettre en œuvre. Pour en parler, je suis avec Thibaut Ray. Bonjour Thibaut. Bonjour Elvis. Vous êtes ingénieur régional Rhône-Alpes chez Arvalis. Alors tout d'abord Thibaut, qu'est-ce qu'un sol ? Alors un sol, c'est la couche terrestre la plus superficielle. C'est pour le monde agricole, en fait, c'est un milieu de production. Alors à l'échelle d'un système d'exploitation agricole, sa composition minérale évolue très très peu, c'est quelque chose de relativement stable. Par contre, les 1 mètre, 1 mètre 20, 2 mètres de sol dont on parle actuellement vont être très très sensibles à l'évolution des pratiques culturales, du climat, et donc ça va avoir un effet sur ses fonctions, sa structure, et ce que le sol va pouvoir permettre de réaliser pour le système agricole. Quelles sont les fonctions qu'on attribue à un sol ? Alors elles sont diverses, elles sont variées, ça va de la capacité à retenir des éléments nutritifs, de l'eau, des éléments minéraux dont les plantes vont avoir besoin. Ce sol va également permettre aux plantes de s'enraciner, et l'enracinement va être double en termes d'intérêt, c'est-à-dire que c'est une capacité d'ancrage, ça permet aux plantes de tenir debout, mais ça permet aussi finalement aux plantes d'aller explorer ces éléments nutritifs si le sol est suffisamment structuré pour qu'il n'y ait aucun problème lié à ces voies-là. C'est aussi des capacités d'infiltration qui vont permettre de limiter ou pas l'érosion du sol, améliorer l'aération du sol, donc c'est-à-dire tous les phénomènes microbiens et de minéralisation qui vont être impliqués dans ce genre de fonctionnement. Et puis après derrière, effectivement, c'est aussi un milieu pour la vie du sol, qu'elle soit micro ou macrofaune. Et comment est-ce que les pratiques d'un agriculteur peuvent influencer sur ces mécanismes ? Alors les pratiques, elles peuvent être positives ou négatives. On retrouve quand même beaucoup de pratiques positives sur l'intégration de restitution de biomasse, que ce soit des biomasses issues des rendements, mais aussi des biomasses des couverts végétaux qui vont permettre d'augmenter le stock de matière organique en surface et du coup limiter des problèmes de battance, des problèmes qu'on va avoir à la levée. On peut avoir des phénomènes de restructuration avec du matériel agricole, des sous-solages. Par contre, les pratiques agricoles peuvent aussi avoir des effets très néfastes sur le développement et son évolution. Notamment, on va retrouver des tassements. Si le matériel utilisé est trop lourd, dans des conditions trop humides, on va aussi avoir des problèmes de diminution de la matière organique qui vont poser d'autres problèmes, notamment sur l'implantation, sur la levée, sur les stabilités structurales, sur l'érosion. Enfin, c'est très complexe, c'est très varié, mais effectivement, les pratiques agricoles des agriculteurs ont des effets très grands sur cette structure et du coup, potentiellement aussi des effets très grands sur la réponse des plantes à cette structure. Alors Thibaut, il existe beaucoup de méthodes et il me semble qu'il existe celle du profil cultural. Que faut-il penser de cette méthode ? Oui, alors, le profil cultural, c'est certainement la méthode la plus complète d'évaluation de la structure physique du sol. Donc c'est parmi tant d'autres méthodes, mais en tout cas c'est une méthode qui est historique. Elle permet d'avoir une vision plus ou moins exhaustive du fonctionnement du sol. Concrètement, ça consiste en fait en la création d'une fosse, un trou, sur lequel on va dégager un profil, comme celui qu'on a actuellement à l'écran. Ce profil-là nous permet d'avoir en fait une vision latérale de l'effet des pratiques culturales, le passage des pneus, le passage des outils de remorque, ainsi de suite. Donc d'avoir des phénomènes de tassement qui sont partitionnés de façon latérale. Et puis du coup, l'autre intérêt, c'est d'avoir sur l'intégralité de la profondeur de sol l'effet des pratiques. Donc ici, vous avez ça permet de délimiter en fait les différents horizons auxquels qui constituent le sol, et puis du coup l'effet des pratiques sur ces horizons. Vous avez ici par exemple un horizon qui est très friable, qui est lié en fait au travail superficiel pour l'implantation du blé. Ce qui est intéressant, c'est que dans ce système-là, vous voyez aussi un peu du biologique, mais vous voyez aussi que en fait, en l'absence du travail du sol ici, on est sur quelque chose de beaucoup plus dur, qui va être du coup finalement un obstacle mécanique au développement des racines. Et puis en fait, dessous, vous avez un autre horizon, avant d'arriver à la craie, qui lui est de nouveau très friable. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand on va faire un profil cultural, on va mettre en relation tous ces phénomènes-là avec le fonctionnement des plantes. Et un des indicateurs qu'on voit très bien, parmi tant d'autres, par exemple, c'est le développement des racines. Donc vous avez devant vous ici un développement racinaire de blé avec des racines assez fines, assez denses, qu'on va retrouver de façon très importante dans les horizons superficiels qui ont été travaillés. Par contre, vous voyez que dans la partie qui était un peu plus tassée, on a une densité racinaire qui est beaucoup plus faible. On retrouve que des racines dans les galeries préférentielles, des galeries qui étaient déjà un peu de fissures, ce genre de choses. Mais par contre, dans les zones très tassées, on voit aucune racine. Et puis finalement, en termes de profondeur d'exploration, on se rend compte qu'on arrive quand même à aller
jusqu'à l'horizon de craie, mais sans plus, avec du coup un déracinement racinaire qui est quand même extrêmement limité par cette zone tassée. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde avec d'autres espèces, vous avez ici une luzerne, vous vous rendrez compte que en fonction du coup de la structure racinaire, là on est sur des structures plutôt pivotantes de la luzerne, avec des racines beaucoup plus grosses, on se rend compte qu'en fait, malgré le fait qu'on ait également ici une couche tassée dans le profil, la réponse de la plante est complètement différente parce qu'on se retrouve avec des densités racinaires beaucoup plus importantes. Malgré une luzerne d'une année, vous voyez, par rapport à un blé d'une année, on a quand même ici un chevelu racinaire qui est beaucoup plus grand que celui qu'on avait avant. Donc en fait, le profil cultural, si on doit résumer, c'est avant tout une méthode qui permet d'avoir un diagnostic très complet. On va observer aussi les galeries. Vous voyez, ici, on voit des galeries de vers de terre. On peut voir beaucoup de choses en fonction du travail du sol. C'est très très long. C'est une méthode qui est très longue, qui nécessite aussi beaucoup d'expertise de la part de l'opérateur qui va faire ça, parce qu'il faut être en mesure de bien caractériser tous les phénomènes qu'on observe. Et c'est pour ça que entre le temps, la difficulté de réaliser le bon diagnostic, souvent, c'est des méthodes qui ne sont pas trop. Donc, mais malheureusement, il existe d'autres méthodologies et qui sont très très utilisables pour les producteurs. Merci beaucoup Thibaut Ray pour ces explications. Cela m'a l'air d'être une méthode très simple, très efficace. Alors, je me tourne désormais vers votre collègue Pascal Métet qui m'attend justement de ce profil cultural. Nous allons la rejoindre tout de suite. Bonjour Pascal Métet. Bonjour. Alors, vous êtes ingénieur recherche et développement en agronomie chez Arvalis. Alors, Pascal, Thibaut vient de nous expliquer le profil cultural qui semble être une très bonne méthode. Mais selon vous, est-ce qu'un agriculteur peut le faire seul dans son agriculture ? En principe, oui, c'est accessible pour un agriculteur. Par contre, ils ont rarement le temps de le faire parce que ça demande un petit peu de temps à la fois pour s'entraîner, être aguerri, se sentir à l'aise et avoir confiance dans ses observations et du temps de réalisation pour ouvrir la fosse, etc. Donc, c'est accessible, mais difficilement mis en œuvre. Avez-vous des exemples de tests peut-être plus simples à nous donner ? Oui, il en existe. On peut parler par exemple du mini profil 3D qui se fait avec un télescopique, donc on peut voir ici. Donc le principe, c'est qu'on enfonce les pales du télescopique dans le sol pour pouvoir extraire un bloc de sol qu'on voit là, et sur lequel, donc, déjà on gagne du temps à l'extraction, et ensuite sur lequel on peut observer aussi les horizons de travail du sol. Donc là on voit les 10 premiers centimètres qui correspondent à un travail de reprise du sol. On retrouve ici aussi une fissure qui correspond au fond de la bourre. On peut aussi évaluer l'enracinement, etc. Donc on retrouve à peu près les mêmes critères que sur un profil de sol, mais sur un bloc plus restreint et extrait plus rapidement qu'une fosse. Et moi qui n'ai pas de télescopique, comment est-ce que je fais ? Il faut commencer par prendre une bêche, en acheter une s'il n'y en a pas encore sur la ferme. Et ensuite, on peut utiliser le test bêche, qui est une autre méthode qu'on va... Donc il y a un test bêche à nous montrer ? Allons-y. Donc ça, c'est un test bêche. Alors, c'est une représentation du test bêche. On n'a pas pu le faire en entier parce que là, le sol est très sec, donc c'est pas très facile à extraire. Mais le principe, c'est qu'on extrait une bêchée de sol, donc comme celle qui est présentée juste ici. Et ensuite, on observe comment est-ce que cette bêchée de sol se tient ou se fissure. Donc si elle se fissure beaucoup, ça veut dire qu'il y a potentiellement facilement une infiltration de l'eau dans le sol et que les racines vont pouvoir profiter de ces fissures pour descendre rapidement vers la profondeur. Et ensuite, on décompose le bloc pour le séparer en plusieurs mottes et regarder l'état des mottes. Et on peut voir des mottes grumeleuses. Alors par exemple, on en a une ici, c'est un exemple du sol de craie d'ici. On peut voir donc les mottes grumeleuses très poreuses, ou on peut voir des mottes plus tassées. Alors celle-ci, elle vient d'un sol très argileux autour de Clermont-Ferrand, où on voit des zones toutes lisses qui correspondent à des tassements où il y a très peu de porosité. Et donc par le classement de ces mottes, en fonction de la proportion des différentes mottes et de la façon dont le bloc se fissure, on a une grille d'interprétation qui permet de définir le niveau de tassement du sol. Alors ces deux méthodes ont l'air vraiment bonnes, mais est-ce qu'elles ont des limites ? Leur principale limite, c'est la profondeur observée. C'est-à-dire qu'on est limité à 25-30 cm pour le test bêche, entre 40 et 60 cm pour le mini-profil au télescopique. Donc on ne pourra pas voir aussi profond qu'avec un profil cultural. Mais pour prendre des décisions sur le travail du sol, c'est déjà de très bons indicateurs. Très bien Pascal. Alors dites-moi si je me trompe, mais j'ai entendu parler d'autres tests simples au champ, comme le Birkan ou encore le slip. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus ?
Alors, il existe plein de tests et on peut les différencier on va dire en deux grandes catégories. Les tests qui sont bien référencés, sur lesquels on a des valeurs, on sait les interpréter. On a par exemple le test Bech en fait partie. On a par exemple la tige pénétrométrique qui est ici. Donc c'est une tige toute simple qu'on enfonce dans le sol, qui peut être équipée d'un manomètre ici. Et on voit la force qu'il faut pour que la tige rentre dans le sol. Donc on peut en déduire la dureté du sol pour l'enracinement, ce qui dépend de sa structure, donc s'il est tassé, et aussi de son humidité. Donc il faut savoir l'état d'humidité avant de faire la mesure. On a d'autres méthodes comme le test du slip par exemple, où on enterre des slips dans le sol et on voit comment ils se dégradent. Là c'est uniquement des méthodes comparatives pour regarder deux parcelles avec un même type de sol par exemple, mais qui sont conduites différemment. Et on va voir est-ce qu'on observe des différences entre les deux. Mais on ne pourra pas l'interpréter pour en déduire des méthodes de gestion de ces parcelles. Parce qu'on n'a pas de référence, on n'a pas de référentiel. Et ensuite, il y a des méthodes qui existent au départ qui sont des méthodes comparatives, comme on a l'exemple du test du Birkan. Alors, je vais proposer ça. Donc, le test du Birkan, c'est un cylindre qu'on pose sur le sol, donc, par exemple comme celui-ci. Donc, comme ce cylindre, on le pose au sol, on l'enfonce légèrement, on met de l'eau dedans et on mesure le temps nécessaire pour que l'eau s'infiltre. Et cet test au début était un test purement comparatif, relatif, qu'on ne pouvait pas trop interpréter au-delà d'une comparaison dans deux états identiques. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de références qui se mettent en place pour pouvoir l'interpréter et en déduire des fonctions du sol qui sont bien connues et pouvoir se rendre compte si c'est un sol qui est en bon état ou pas, et pouvoir nous aider dans la gestion des pratiques et savoir s'il y a un problème de tassement sur la parcelle, s'il faut prévoir du travail du sol, si on doit prévoir des choses pour améliorer les fonctions du sol. Merci beaucoup Pascal Mété. Je remercie également encore une fois Thibaut Ray pour toutes ces explications. Vous l'aurez donc compris, il est important d'observer son sol. Plus l'agriculteur utilisera des méthodes référencées, et plus ces observations pourront l'aider à orienter et adapter ses pratiques.